Hello YouTube, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode numéro 2. Une fois n'est pas coutume, c'est très rare, la deuxième fois que j'invite l'un de mes invités de podcast ici. Il s'agit d'une personnalité que j'admire énormément, son parcours en vaut tellement la peine que je me suis dit allez, on va faire un numéro 2, un deuxième épisode. Son nom c'est Bertrand Piccard. Si vous n'avez pas écouté notre première interview ensemble, vraiment je vous invite à le faire, disponible sur le podcast notamment. C'est vraiment un épisode de dingue, on a parlé de son parcours. Bertrand Piccard est quelqu'un qui a fait le tour du monde en ballon, il a également développé Solar Impulse, le premier avion solaire, c'est une personnalité que j'admire, c'est un psychiatre, il mêle à la fois tout ce qui est esprit et exploration physique, bref, une personnalité ultra inspirante. Mais dans cet épisode aujourd'hui, on a parlé d'autre chose. Non, je me suis dit qu'on allait parler de la passion et surtout de la mission de Bertrand Piccard pour l'environnement, mais sous un angle que j'ai trouvé différent, à savoir essayer de battre en brèche les idées reçues dont on entend tout le temps parler dans la presse, dans le monde environnement, sur l'environnement. Et j'ai posé des questions à Bertrand. Je lui ai demandé en fait de répondre, de débattre finalement avec moi sur ces sujets de l'environnement. On a parlé de nucléaire, on a parlé donc de réchauffement climatique, on a parlé en fait de cette idée selon laquelle il est impossible de développer l'économie, d'avoir un monde capitaliste d'une certaine manière, si jamais on essaye de respecter la planète. Plein de sujets passionnants, j'ai trouvé que les réponses de Bertrand étaient d'une grande sagesse et je vous invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'au bout. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ces conversations avec Bertrand Piccard. Bonjour Bertrand. Bonjour Pauline. Je suis enchantée d'être à nouveau avec vous. Alors vous faites partie, je ne sais pas si vous le savez Bertrand, mais des très rares invités de ce podcast à être invité une deuxième fois. J'avais tellement adoré notre première interview ensemble que je me suis dit si j'ai la chance, l'honneur de pouvoir à nouveau avoir Bertrand Piccard, mais il faut que je saisisse cette opportunité. Ça c'est fait, donc je vous remercie de prendre le temps. Et du coup j'ai prévu qu'on parle de d'autres choses et d'actualité notamment. Et pour les personnes qui nous écoutent, sachez que je vous invite évidemment à écouter la première partie de notre discussion et donc cet épisode que je remettrai en lien pour que vous connaissiez plus le parcours de Bertrand. Là on va parler plutôt de l'avenir de Bertrand Piccard. J'aimerais commencer toutefois par parler un petit peu moins tout de suite de l'actualité, mais de votre cheminement personnel, embrayer là-dessus. Et ma première question, elle est sur les croyances limitantes, des croyances qui, comme leur nom l'indique, nous empêchent de voir grand, d'imaginer, de rêver. Et j'ai toujours été assez, pas choquée, c'est trop fort, mais j'ai toujours été interpellée par le fait que votre parcours et tout ce que vous faites est un peu un espèce de grand je m'en fous aux croyances limitantes, où justement vous nous prouvez que par toutes les actions que vous avez pu mener et aussi par beaucoup de discours, en fait, ces croyances nous empêchent de prendre des risques et nous empêchent surtout de rêver grand. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et me parler justement de votre vision des croyances limitantes ? Alors, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille qui a réalisé ce qui était considéré comme impossible. J'ai vu dans mon enfance des gens qui défiaient également les lois du possible, les premiers astronautes du programme spatial américain, les premiers pilotes d'essai, les gens comme Charles Lindbergh qui avaient traversé l'Atlantique de New York à Paris, bien sûr tous les récits des ascensions stratosphériques de mon grand-père, des plongée en bathyscaphe de mon père jusqu'au fin fond de la fosse des Mariannes. Et c'était évident pour moi que tous ceux qui disaient que quelque chose était impossible étaient hors jeu d'emblée. Parce que dire que c'est impossible parce qu'on ne sait pas comment le faire, c'est quand même un raccourci ridicule qui nous limite. Quand on est devant quelque chose qu'on considère impossible, eh bien, c'est nous qui devons nous remettre en question. C'est pas la réalité. On se demandait pourquoi on n'a pas encore compris comment faire, pourquoi on n'a pas encore essayé. Et c'est un défi extraordinaire de pouvoir montrer comment casser les paradigmes, casser les dogmes, casser les fausses certitudes pour faire tout à fait autre chose ou pour penser tout à fait autrement. Parce que finalement, ce mode de faire, c'est le mode de l'hérétique. L'hérétique, c'est par définition, par étymologie grecque, celui qui choisit quoi penser. Alors il y a des hérétiques en religion ou en spiritualité comme
Amenophis IV, le pharaon monothéiste, le premier pharaon monothéiste égyptien, Frédéric II de Hohenstaufen, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui a été excommunié par le pape pour avoir dialogué avec des sultans musulmans, pour avoir évité une croisade, pour avoir favorisé la paix. Et puis bien sûr les Cathares qui ont été exterminés par des croisades internes à la France absolument abominables parce qu'ils avaient une autre manière de penser la croyance religieuse. Donc l'hérésie, c'est quelque chose de fondamental, c'est peut-être quelque chose de dangereux à certaines époques, mais il faut être hérétique aussi en sciences, il faut être hérétique en écologie, il faut être hérétique en politique, il faut casser toutes ces idées préconçues qui nous empêchent d'avancer. C'est très intéressant parce qu'on parle bien sûr de croyances limitantes vis-à-vis de soi-même, mais aussi d'idées reçues. Vous avez utilisé ce terme, et c'est drôle parce que vous le savez, mais j'ai prévu de parler beaucoup d'idées reçues sur ce podcast et notamment d'idées reçues sur l'écologie. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'on est dans une période où les gens manquent de discernement, ou en tout cas qu'on ne fait pas assez appel à son discernement, aussi parce que certainement il y a tellement d'informations que c'est difficile en fait d'exercer ce discernement. Quel est votre point de vue là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on voit tellement passer notamment de fake news, etc., qu'on se dit à un moment donné, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et évidemment, là, je dis ça en préambule de ce qu'on va se dire sur l'écologie. Je pense qu'il y a un peu de tout et son contraire qui est dit. Et donc, comment faire pour exercer justement son discernement? On est dans une période assez paradoxale où on voit qu'on fait beaucoup plus d'audimat avec des mauvaises nouvelles qu'avec des bonnes nouvelles. Mais en fait, les gens individuellement, et non pas collectivement, mais individuellement, ils aimeraient de l'espoir, ils aimeraient des solutions, ils aimeraient s'en sortir. Et alors, il y a des luttes d'influence venant de partis politiques, venant de mouvements de pensée, venant de lobbies, d'intérêts particuliers, etc., qui mettent tellement d'informations sur le marché qu'on ne sait plus comment s'y retrouver. Je vous donne un exemple. Quand on fait un débat sur le changement climatique entre deux personnes, un climato-sceptique et un scientifique, eh bien, c'est aberrant de faire ça. Parce que le climato-sceptique représente peut-être 0,1% de la population, alors que le scientifique représente 99,9% des connaissances actuelles et de la population. Donc, c'est pas normal de donner le même poids à chacun, ou alors, il faut le dire à l'avance. Il faut dire ce monsieur est complètement minoritaire, mais écoutons-le pour connaître ses arguments, et puis l'autre est totalement majoritaire, et il faut souligner ça. Mais sinon, on a l'impression qu'il y a 50% de la population qui est climato-sceptique et 50% qui comprend quelque chose au changement climatique. C'est faux de faire comme ça. Oui, je vois complètement ce que vous voulez dire. Et c'est une responsabilité des médias aussi de pas seulement faire de l'audimat, de pas seulement assurer leur fonctionnement économique, mais aussi le rôle d'apporter suffisamment de bien-être aux gens, suffisamment d'éducation, suffisamment de discernement, suffisamment d'esprit logique. On doit utiliser les médias, à mon avis, aussi pour éduquer les gens. On a été éduqués à l'école, on a été éduqués par nos parents, mais aujourd'hui, la situation a tellement changé qu'il faut continuer à éduquer. Et les médias ont une grande responsabilité. C'est noble de faire ça. Il faudrait juste les encourager à le faire davantage. C'est même un paradoxe actuellement qui est que les médias pendant longtemps éduquaient, et quand on pense aux grandes tribunes par le passé qui pouvaient avoir lieu, et maintenant au contraire les médias apportent, comme vous dites, alors si ce n'est des choses qui sont fausses, mais en tout cas donnent tellement de poids à certaines choses qui, on va dire, ne méritent pas cette place-là, que ça fait douter les gens, et donc on peut se poser la question effectivement de la fonction même du média. Par contre, les médias restent primordiaux quand on voit ce qui se passe sur Internet. Parce que sur Internet, on voit absolument n'importe quoi. Et au moins, les médias font du fact-checking, distinguent le vrai du faux dans une masse un peu informe de discours. Donc, ça, c'est à valoriser. C'est ça qu'il faut pousser. Parce qu'évidemment, dans Internet, à ce moment-là, on sait plus du tout comment s'y retrouver. Ah bah là, c'est... J'avais une autre question sur les croyances limitantes pour vous, Bertrand. Est-ce que vous-même, vous avez déjà eu une croyance limitante que vous avez surmontée, dont vous pourriez nous parler? Mais moi, j'en ai tout le temps. J'ai tout le temps, dans mon évolution, des
croyances du moment qui ensuite sont battues en brèche simplement parce que j'aime la remise en question. J'aime les gens qui me disent, mais ce que tu penses ne tient pas compte d'autre chose. Alors, par exemple, j'ai été, il y a 15 ans, 20 ans, 15 ans, grand adepte de l'éthanol brésilien, et je me disais, il faut faire sauter les droits de douane pour avoir plus d'éthanol brésilien chez nous et faire des biocarburants propres. La seule chose, c'est que quand on voit comment l'éthanol a commencé à être fabriqué, peut-être pas au début, mais peu à peu, c'était en déforestant la forêt amazonienne pour planter des cannes à sucre qui servaient d'éthanol, c'était encore pire que de rien faire. J'ai été un grand amateur de voitures hybrides, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça permettait de diviser par deux la consommation d'essence, jusqu'à ce que je comprenne que au niveau du cycle de vie complet, eh bien, on est moins bon qu'une voiture thermique parce qu'on a en plus une batterie, un moteur électrique, en plus de tout le système thermique. Puis on est moins bon que la voiture électrique, 100% électrique, parce qu'on a aussi tout le bloc thermique, échappement, boîte à vitesse, embrayage, allumage, etc. Donc c'est vrai que le monde avance, le monde évolue, et ce qui est fondamental, c'est que nous évoluions avec ce monde et que nous ne restions pas sur des idées du passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle aussi en la matière et qu'au final, on essaye de trouver des solutions, mais qui sont des solutions avec évidemment des dommages collatéraux ou en tout cas des conséquences qui sont inévitables. Oui, mais il faut qu'il y ait le moins de dommages collatéraux, il faut qu'il y ait le moins de conséquences négatives et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais il faut travailler tous ensemble. Vous pouvez pas avoir d'un côté les industriels qui amènent des solutions que personne n'utilise, les écologistes qui appellent à l'urgence mais qui sont pas suivis. Vous pouvez pas avoir la gauche qui soutient la solidarité, la droite qui soutient la création d'emplois et qui se battent l'un contre l'autre. On a besoin de tout. On a besoin des écologistes, on a besoin des industriels, on a besoin de la gauche, on a besoin de la droite. Et aujourd'hui, on ordonne presque aux gens de choisir leur camp. Non, il n'y a pas à choisir son camp. Ça, c'est une pensée limitante de devoir choisir son camp. Il y a une magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman là-dessus, né en 17 à Leidenstadt, et ça termine par cette dernière phrase, que la vie me protège longtemps d'avoir besoin de choisir un camp. Faut pas choisir un camp. Il faut voir qu'on a besoin de tout et aujourd'hui on a devant nous un grand puzzle et on va jamais réussir à avoir l'image complète si on commence à enlever des pièces. On a besoin de toutes les pièces. C'est très intéressant parce que c'est vrai que souvent, quand on entend des écologistes, on peut, quand on est de l'autre côté de la barrière, et je me fais l'avocat du diable, les taxer de sectarisme, dire en fait il y a seulement une manière de voir les choses et du coup si jamais on fait pas exactement ci, ça, et effectivement ça ne marche pas. Et là ce que vous dites c'est qu'en fait on n'est pas du tout dans cette démarche et qu'il faut au contraire être dans l'inclusion et que il y a pas de recette aujourd'hui parfaite peut-être, mais en tout cas il faut que chacun ensemble y travaille. Mais oui, parce que s'il n'y avait pas d'écologistes aujourd'hui, on ronronnerait dans les certitudes et les vieux systèmes économiques et techniques du passé qui polluent, qui gaspillent, qui créent des inégalités. Et heureusement qu'il y a les écologistes pour nous réveiller. Mais une fois qu'on est réveillé, il faut savoir quoi faire. Et là, je pense qu'il faut utiliser des solutions très concrètes, des solutions existantes, des solutions de bon sens, mais qui sont souvent amenées quand même par l'industrie. Et puis, il faut les faire financer. Donc, on a besoin qu'elles soient économiquement rentables. On a besoin du monde économique et des investisseurs. Donc on a besoin de tout. Et chaque fois qu'on va sectariser des approches, on va manquer la cible. Alors, vous me faites une belle transition, Bertrand, parce que je voulais parler de vos actualités et notamment de cette exposition à la Cité des Sciences, Ville de demain, donc conçue par la Fondation Solar Impulse, votre fondation. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus et surtout quel message vous souhaitez faire passer avec cette exposition? Quel est le fond de cette exposition? Vous savez, il y a une exposition permanente à la Cité des Sciences sur l'urgence climatique. Très important de percevoir, de comprendre l'urgence climatique. Mais ensuite, si on en reste là, ça crée de l'éco-anxiété, ça crée de la dépression, ça crée de l'inaction, parce qu'on se dit, le problème est tellement grand qu'à notre échelle, on peut pas le résoudre. Donc, il fallait répondre à ça par une exposition complémentaire
sur les solutions. La Fondation Solar Impulse, jusqu'à maintenant, a identifié partout dans le monde et labellisé plus de 1500 solutions qui existent aujourd'hui, qui sont économiquement rentables et qui protègent l'environnement. Et on en a extrait une soixantaine qui expliquent comment décarboner les villes aujourd'hui, comment faire des villes propres, comment faire des villes modernes. Et c'est pour ça que cette exposition s'appelle Ville de demain. Et c'est pas une exposition qui est simplement là pour donner un espoir béat en se disant il n'y a pas de problème, tout va bien, on va résoudre, ça va se refroidir, il faut pas trop s'en faire. Non, c'est vraiment les solutions qui existent aujourd'hui, qui sont applicables dans la gestion de l'eau, dans la gestion des déchets, la gestion de la mobilité, la construction, l'habitat, l'énergie, pour arriver à infléchir le cours catastrophique dans lequel on se trouve. Parce que, vous savez, les villes, je suis sûr que c'est votre question suivante. Pourquoi s'être concentré sur les villes? Eh bien, parce que pour abriter les nouveaux arrivants sur la planète et l'exode rural, donc les gens qui viennent de la campagne pour habiter dans les villes, il va falloir construire pendant 20 ans l'équivalent d'une ville comme Manhattan tous les 4 mois. Tous les 4 mois, il y aura dans le monde autant de bâtiments que dans la ville de Manhattan, nouveaux bâtiments qu'on est en train de construire. Par conséquent, si on continue à construire comme on l'a fait jusqu'à maintenant, on a ce qu'on appelle un lock-in, c'est-à-dire qu'on est bloqué dans des bâtiments qui vont peut-être durer 60 ou 80 ans, qui seront des passoires thermiques, qui consommeront des énergies fossiles, qui seront inefficients, qui coûteront très cher aux locataires, donc rien du tout de social là-dedans, et en plus écologiquement catastrophique. Donc il faut infléchir ce cours maintenant et montrer que dans les villes, tout ce qui se construit aujourd'hui peut être moderne, efficient et décarboné, et puis qu'on a aussi toutes les solutions qu'il faut pour pouvoir rénover, moderniser, changer les vieux bâtiments de manière à en faire des modèles. Si on parle concrètement, Bertrand, vous auriez un exemple peut-être d'une des solutions dont vous faites le porteur via cette exposition? Oui, il y a des solutions extraordinaires pour la construction. Aujourd'hui, au lieu de faire du béton armé avec des grosses armatures de métal, on peut mélanger des agrafes métalliques au béton lui-même. Ça donne un béton beaucoup plus compact, qui n'a pas de fissures. Donc on peut le faire moins épais. Donc on économise à peu près 50% de matière et on économise énormément d'acier, ce qui économise énormément d'émissions polluantes. Ça, c'est pour toutes les nouvelles constructions. Au niveau des chauffages, on peut mettre maintenant des puits géothermiques en ville qui permettent de mettre des pompes à chaleur dans des grands bâtiments, dans des grands bâtiments de bureaux, dans des immeubles d'habitation, etc. Et c'est jusqu'à 80% d'économie d'énergie pour le chauffage et la climatisation, parce qu'en été, on peut même reprendre la chaleur ambiante en période de canicule et la renvoyer dans le sol en faisant marcher la pompe à chaleur à l'envers. Ça, c'est les systèmes de Celsius, de Accenta. Les agrafes, c'est Dramix. C'est une société qui veut contribuer à cette transition écologique. Et c'est intéressant de voir des grands groupes qui sont vraiment capables d'amener une différence. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça va dans le sens d'aller en contradiction avec un certain nombre d'idées reçues, donc notamment que écologie et économie sont forcément en contradiction. Mais c'est une erreur totale de les mettre en contradiction. Parce que si on n'utilise pas les solutions qui existent, les solutions techniques, les solutions amenées par l'industrie, on fait quoi? On dit aux gens de pas se loger? On entre dans quoi comme système? Alors, c'est vrai que dans nos pays dits riches, il y a des gens qui peuvent vivre tout aussi bien en ayant moins. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà au minimum vital. Ils sont déjà là. Et puis il y a des pays entiers dans le monde qui sont au minimum vital. Alors, vous faites quoi? Vous leur dites quoi? Vous leur dites de faire moins? Ils peuvent pas faire moins. Vous leur dites de faire plus? Vous faites plus, vous détruisez la planète, vous détruisez la qualité de vie de l'humanité avec de la pollution et des changements climatiques. Donc ce qu'il faut faire, c'est leur dire de faire autrement, de faire mieux. Et c'est ça qui est très important. Vous savez, chaque fois qu'on est pris dans un dilemme entre la proposition A et la proposition B, en principe, il faut refuser les deux et prendre une troisième voie. C'est d'habitude dans la troisième voie qu'on arrive à sortir de la prison psychologique dans laquelle on se met.
Et puis aussi même de l'argumentation un peu stérile dont vous parliez, vous savez, avec cette image du débat entre le climato-sceptique et puis au contraire l'écologiste, qui en fait ne s'écoutent même pas parce qu'ils ont même pas les mêmes valeurs et les mêmes manières de penser. Mais oui, et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans un débat avec un climato-sceptique, ça sert à rien du tout d'essayer de le convaincre qu'il y a des changements climatiques, ou que lui essaye de nous convaincre qu'il n'y en a pas. Ce qui est intéressant, c'est la troisième voie où on dirait par exemple qu'il y ait des changements climatiques ou qu'il n'y en ait pas. L'intérêt, c'est de moderniser notre monde, c'est de le rendre plus efficient pour arrêter le gaspillage qui coûte très cher à tout le monde, pour avoir des nouvelles sources d'énergie qui sont moins chères que les énergies carbonées et entrer dans un mode de qualité de vie et d'économie améliorée, d'économie qualitative, comme on pourrait la décrire, qui va plaire à vous comme à moi. Et on pourrait très bien parler de ça, même s'il n'y avait pas de changement climatique. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon, on se retrouve complètement bloqué dans des clivages qui nous empêchent d'avancer. Ah ouais, c'est plus un jeu de qui a raison, qui a tort, quoi. Vous savez, en gros, autre exemple de la troisième voie, vous avez dans ce cercle tout ce qui protège l'environnement, très cher ou rentable. Vous avez dans ce cercle-là tout ce qui permet de développer l'économie, polluant ou écologique. Eh bien, aucun de ces cercles, tout seul, ne contient la vérité. Ce qui est intéressant, c'est l'intersection. Quand vous avez l'intersection des deux, que vous avez ce qui est écologique et ce qui est économiquement viable, ce qui permet d'utiliser l'industrie pour amener des solutions qui vont atteindre les buts donnés par les écologistes. Et puis en plus, vous rajoutez d'autres pétales à la marguerite, vous ajoutez la solidarité, indispensable à notre époque, en permettant aux gens les plus démunis de payer moins cher leur énergie, d'avoir moins de factures à la fin du mois. Et puis l'autre, c'est la question création d'emplois, développement économique, parce que c'est quand même le développement économique, la création de valeur, qui permet la redistribution, qui permet de financer l'éducation, la santé, les caisses de retraite, les assurances vie, la sécurité, la vie en commun. Donc tout seul, on n'y arrivera jamais. Ah, ça me passionne. Ben, je vois ça, mais justement, je veux continuer parce que moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on descende plein d'idées reçues sur l'écologie. On a parlé de la première et l'une des plus importantes, donc la contradiction entre écologie et économie. Il y a forcément, effectivement, plein de discours contradictoires et plein de choses, on le disait tout à l'heure, où on entend tout et son contraire. Première question pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase qui arrive quand même assez souvent dans les médias, qu'on entend beaucoup, que l'action climatique, l'action en faveur de l'écologie est chère, ne sera jamais rentable. Alors ça revient encore un peu à cette histoire d'écologie versus économie, mais d'une manière un peu différente, au sens où il n'est pas possible de réussir à avoir une action climatique qui ne soit pas extrêmement coûteuse à toute l'économie et au monde. C'était vrai jusqu'à il y a 5 ou 10 ans. Mais à partir de maintenant, ça l'est plus. Parce que les solutions existent à grande échelle. Il faut pas oublier que l'énergie solaire et l'énergie éolienne sont aujourd'hui 30 fois moins chères qu'il y a 20 ans. Par conséquent, les sources les plus rentables d'énergie sont les énergies décarbonées, propres, solaires et éoliennes. Vous avez au niveau de l'efficience, également. L'efficience, hein, je rappelle, c'est ce qui permet de faire mieux en consommant moins. Autrefois, tout ce qui était efficient coûtait plus cher. Il fallait investir beaucoup, puis le gain en efficience ne compensait pas l'investissement, donc c'était un sacrifice. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, si vous mettez une pompe à chaleur à la place d'un radiateur électrique ou à la place d'un chauffage à gaz ou au fioul, eh bien, ça vous coûte moins cher sur les 10 prochaines ou 20 prochaines années. Ça vous coûte moins cher, donc vous récupérez l'investissement. Et c'est pour ça que, autrefois, on disait que la transition écologique ou que l'action climatique avait un coût exorbitant. Aujourd'hui, il faut vraiment changer le narratif et dire que c'est un investissement extrêmement profitable. Carrément, il faut dire que c'est un investissement profitable. Alors c'est vrai que c'est pas le discours ambiant. Mais heureusement, c'est le discours de certaines personnes. C'est le discours des innovateurs qui ont amené les 1530 solutions qu'on a répertoriées.
C'est le discours de certaines entreprises qui sont en train de trouver de nouveaux business models. Le contrat de performance énergétique, c'est intéressant. C'est une entreprise comme Engie qui va chez le client et qui lui permet, en investissant chez le client, de consommer moins d'énergie, moins de gaz, moins d'électricité. Et Engie se rembourse en partageant l'économie réalisée avec le client. Donc, dans ce business model-là, moins l'entreprise vend de gaz ou d'électricité, plus elle gagne d'argent. C'est quand même intéressant comme business model. C'est clair. Et ça, c'est des changements de paradigme. On passe de l'économie quantitative, où il faut vendre le plus possible, et ça fait de plus en plus de déchets, de pollution, de coûts, etc., à une économie qualitative, où en fait, on vend de l'efficience, on vend aux gens une manière pleine de bon sens et de solutions techniques pour consommer moins. C'est ça que je trouve intéressant, et c'est là qu'il faut tendre. Idée reçue numéro 2 pour vous. Alors là, j'en prends une grosse, idée reçue. Le réchauffement climatique, c'est faux. C'est qu'en fait, alors on entend tout et son contraire, c'est que on était dans une période de la planète qui fait qu'elle était un peu trop froide, un peu plus froide sur les dizaines de milliers d'années précédentes et que du coup là maintenant on en est sorti. Bref, on entend, et notamment aux États-Unis, il faut quand même réaliser qu'il y a, alors je sais que c'est une minorité, mais malgré tout, des personnes qui sont climato-sceptiques, comme vous dites, c'est-à-dire vraiment qui sont persuadés que le réchauffement climatique n'est pas réel. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Oui, il y a aussi des gens qui croient que la Terre est plate et que Apollo 11 n'a jamais atterri sur la Lune. C'est vrai, il y a tout, mais c'est bien de le dire. Il y a aussi des gens qui pensent qu'il n'y a jamais eu de pandémie de coronavirus et que tout était inventé de toutes pièces. Donc, il y a toujours des gens qui se méfient, peut-être aussi parce que il y a beaucoup de maladresse du côté de nos autorités, de nos gouvernements, beaucoup de décisions totalement incompréhensibles, et puis on remplit les trous par nos propres interprétations. Mais moi, je rappelle là une phrase magnifique de Michel Rocard qui disait « En cas de doute, privilégiez toujours la connerie à la conspiration, parce que la conspiration nécessite d'être très intelligent, alors que la connerie est beaucoup plus fréquente. » Écoutez, je l'aime beaucoup, je la connaissais pas. Donc, mais cela dit, quand on regarde le changement climatique, ça sert à rien de dire aux climato-sceptiques qui sont conspirationnistes ou pas. Je crois qu'il faut voir autre chose. Ou bien, on a un esprit critique et on va regarder les faits. Dans les faits, on voit qu'on a un réchauffement climatique beaucoup plus important que tout ce qui s'est jamais fait dans l'histoire, beaucoup plus rapide, alors que d'habitude c'est sur des siècles, là c'est sur quelques années, que c'est corrélé à des émissions de CO2, etc. Mais si on n'a pas l'esprit critique, on peut se dire, même si les changements climatiques n'existent pas, on fait quoi? Même sans changement climatique, il y a de la pollution. La pollution de l'air tue 8 millions de personnes par année. Il y a de la pollution de l'eau, il y a la pollution des sols. Et il y a un monstrueux gaspillage de ressources, monstrueux gaspillage énergétique qui coûte extrêmement cher en plus de faire de la pollution. Donc même sans changement climatique, c'est logique autant qu'écologique de devenir plus moderne, plus efficient, de lutter contre le gaspillage, de mettre des énergies moins chères, parce que le but c'est d'avoir de l'énergie. On n'a pas de raison de rester bloqué sur les énergies fossiles si le solaire, l'éolien, la biomasse, l'hydroélectrique, la géothermie deviennent moins chères que les énergies fossiles. Donc, à mon avis, c'est sur ce niveau-là qu'il faut discuter et pas sur le fait ça existe ou ça existe pas. À la limite, on s'en fiche parce que la réaction doit être la même. Je comprends. Encore une idée reçue pour vous. Alors, on en a parlé un petit peu tous les deux, mais c'est cette notion que le salut de l'écologie et de notre planète et de l'humanité réside dans la décroissance ou dans le fait d'arrêter de produire, d'arrêter de croître, d'arrêter de grandir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Alors, là aussi, il faut s'extraire de cette prison dans laquelle on est de devoir choisir un camp. La décroissance ou la croissance. On est un horrible pollueur ou on est un utopiste. Mais ni l'un ni l'autre, parce qu'on définit pas ce qui doit croître et ce qui doit décroître. C'est un immense malentendu. Si on parle de décroissance, c'est clair qu'il y a des choses qui doivent décroître. La pollution, le gaspillage, l'inefficience, la démesure, la surconsommation. Bien sûr que tout ça, ça doit décroître. Mais il y a d'autres choses qui doivent croître.
le fonctionnement économique permettant de redistribuer de l'argent pour la santé, pour l'éducation, pour les caisses de retraite, pour les assurances vie, tout ça, ça doit croître. Par conséquent, il faut faire la liste de ce qui doit croître et ce qui doit décroître. Et on doit soutenir ce qui doit croître et on doit attaquer ce qui doit décroître pour le faire décroître, mais pas faire tout décroître et dire que c'est l'économie qui doit décroître, c'est basé sur un vieux paradigme. Autrefois, c'est sûr que quand il n'y avait pas de solution efficiente et rentable, eh bien, toute notre économie était basée sur une consommation énorme, une production énorme, et c'était couplé à des émissions de CO2 et de pollution. Eh bien, aujourd'hui qu'on a des nouvelles solutions, il faut découpler l'économie de la quantité de consommation et de production, qui doit effectivement décroître, pour la coupler à la qualité de l'efficience, qui doit croître, de manière à avoir un nouveau modèle, ce qui va permettre de faire marcher notre économie dans l'avenir. C'est tout ce qui va permettre, toutes les solutions qui vont permettre de baisser la consommation. On a la possibilité aujourd'hui de remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et c'est ça que je prône. Ouais, je comprends. Alors là, c'est peut-être moins une idée reçue, mais un sujet qui revient également beaucoup dans les médias, le sujet des pays émergents. Où il y a d'ailleurs une forte notion de culpabilité, parce qu'en fait ce sont souvent des pays donc qui n'ont pas été autant réglementés, mais aussi parce qu'ils n'ont pas le même niveau de développement, le numéro on va dire de confort social que peuvent avoir des pays développés comme la Suisse ou la France, et pour autant qui, dans l'inconscient en tout cas ou dans les médias, sont des pays qui semblent avoir une destination qui est de beaucoup polluer. Et donc la question se pose de qu'est-ce qu'on fait de ces pays émergents. Alors qu'est-ce qu'on fait, c'est peut-être un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour que ces pays où il y a une population qui est de plus en plus importante et qui aujourd'hui polluent naturellement puisqu'ils sont de plus en plus nombreux et eux-mêmes doivent arriver à faire leur transition démographique, comment est-ce qu'on fait pour gérer cette croissance de la population? Et donc là où ça rejoint l'idée reçue, c'est que bien souvent les gens disent en tout cas, comme il y a une surpopulation, comme il y a tous les pays émergents qui doivent faire encore leur transition démographique, tout est foutu. Je pense que la première chose à faire, c'est arrêter cette condescendance auprès des pays en développement, en leur disant quoi faire, alors que c'est nous qui avons détruit tout ce qu'on a détruit jusqu'à maintenant. C'est nous au niveau des pays riches. Donc, ce qu'il faut, c'est un partenariat et pas un côté professoral. Dans le partenariat, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a toute une série de développements ou d'étapes de développement qui peuvent être sautées, qu'on n'a pas besoin de faire. Et que nous avons fait et qui nous amène à ce désastre climatique, mais que les pays en développement n'ont pas besoin de faire. Vous savez, on dit communément que dans les pays les plus pauvres, on a eu directement le téléphone portable sans avoir besoin de tirer les lignes téléphoniques. On peut faire directement des énergies renouvelables, locales, décentralisées, plutôt que de faire de manière centrale de la production d'électricité avec du charbon, avec du gaz, avec du pétrole, etc. Et au lieu de tirer des lignes électriques dans les régions les plus périphériques, ce qui ne se fait pas d'ailleurs et qui explique pourquoi il y a tellement de gens qui n'ont pas d'accès à l'électricité, eh bien on crée directement des petites centrales renouvelables, solaires, éoliennes, biomasse, on peut faire de la géothermie, on peut faire de l'hydroélectrique de petites rivières pour donner aux gens de l'énergie qui leur permet de se développer de manière propre, de manière décarbonée, de manière efficiente. Et c'est là qu'il faut aller. Il faut voir qu'aujourd'hui, la seule manière pour ces pays de se développer harmonieusement sur le plan économique, c'est d'avoir recours aux nouveaux systèmes, aux nouvelles solutions les plus modernes. Ces pays ne pourront pas se développer s'ils doivent continuer à payer des prix exorbitants pour des énergies fossiles, qu'ils doivent payer en devises étrangères et pour lesquelles ils se ruinent. En plus, ils dépendent d'autres pays, ce qui fait souvent du chantage politique, etc. Donc, aujourd'hui, c'est clair que la transition écologique et énergétique permet beaucoup plus de développement propre, économique, beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus d'accès à la santé dans les pays les plus pauvres qui en ont le plus besoin.
Alors encore une idée, j'en ai encore 2 pour vous, des idées. Il y en a tellement. Il y en a plein, mais je vous laisserai ensuite me dire lesquelles en plus vous avez en tête. Mais il y en a une que je trouve intéressante, ça c'est l'idée reçue, vous savez, sur les générations futures, c'est-à-dire que en fait l'écologie, en tout cas, ça nous concerne pas vraiment nous maintenant, parce qu'on vit quand même pas si mal, et que ça concerne en fait tout simplement les générations futures. Alors c'est un handicap terrible de croire que c'est que pour les générations futures qu'il faut faire quelque chose, parce que vous n'aurez pas beaucoup de gens qui renonceront à utiliser leur moteur thermique aujourd'hui ou à surchauffer leur maison avec des énergies fossiles s'il s'agit de lutter contre la fonte du pôle sud dans 30 ans, une augmentation du niveau des mers qui toucheront des gens qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Il faut être très altruiste, très compassionnel pour le faire. Et je crois qu'il faut arrêter de dire que c'est pour protéger les générations futures. C'est déjà pour notre génération actuelle. Alors, de 2 manières. Évidemment, parce que les changements climatiques arrivent plus vite que prévu et on a des désastres naturels qui arrivent extrêmement fréquemment. Mais même si on ne croit pas que c'est dû au changement climatique d'origine humaine, eh bien, en agissant aujourd'hui, on modernise nos structures, on modernise nos maisons, nos processus industriels, nos sources d'énergie. Et tout ça, c'est économiquement rentable, ça permet aux gens de vivre mieux, de manière beaucoup plus propre. Et là aussi, c'est logique autant qu'écologique. Ce que j'entends quand même dans votre discours depuis le début, et je trouve ça, vraiment un changement de paradigme, et ça me fait plaisir parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, de prendre de la hauteur et de changer de paradigme, c'est qu'en fait, finalement, on pourrait presque se dire que c'est une opportunité, tout ce qui est en train de nous arriver, une opportunité de changer. Parce que j'ai vraiment alors on est face à de la difficulté bien sûr, mais j'entends en fait qu'à chaque fois, plutôt que d'être l'un contre l'autre, de chercher son camp, vous êtes en train de nous dire, non mais dans ce travail sur la transition énergétique et écologique, en fait il y a des opportunités de faire mieux, des opportunités de progresser, des opportunités de moins gaspiller, des opportunités aussi de vivre mieux et de se moderniser. Mais totalement. On est dans une impasse aujourd'hui, pas seulement sur le plan climatique, mais aussi sur le plan de la pollution, sur le plan du gaspillage de ressources naturelles, sur le plan de cette économie linéaire où on extrait, on consomme et on jette, on étouffe sous les déchets, on épuise les ressources planétaires, c'est complètement aberrant. Alors je dirais que heureusement, le monde écologiste essaye de nous réveiller à travers les changements climatiques, mais peut-être que l'erreur, c'est de se focaliser sur les changements climatiques au lieu de montrer tout le reste. Alors les spécialistes le montrent, Johan Rockström montre les limites planétaires, mais ça reste un peu au niveau des spécialistes, et je pense que maintenant, tous les mouvements politiques doivent prendre conscience du fait que même s'il n'y avait pas de changement climatique, ce serait urgent d'infléchir notre développement d'un côté moins polluant, d'un côté plus efficient, d'un côté qui résout également les inégalités sociales, parce que quand vous produisez énormément, que les gens doivent consommer énormément, vous êtes dans des notions de concurrence où vous devez faire de moins en moins cher, vous comprimez votre masse salariale, ou bien vous mettez des gens au chômage, ou bien vous les sous-payez, et finalement vous avez quoi? Vous avez des déchets, de la pollution. Même sans changement climatique, c'est inacceptable. Une économie qualitative, c'est une économie dans laquelle on consommerait moins, donc ça coûterait moins cher aux consommateurs qui pourraient se permettre de payer un peu plus cher de manière à ce que la marge bénéficiaire de ceux qui produisent soit plus élevée. Et c'est dans cette logique-là qu'on doit aller. J'ai une dernière idée reçue pour vous, Bertrand, mais alors si vous en avez d'autres, faites-vous plaisir. C'est pas forcément une idée reçue, mais c'est plus un questionnement et puis connaître votre position sur ce sujet. L'énergie nucléaire. On entend là aussi tout et son contraire sur l'énergie nucléaire, donc je serais curieuse d'avoir votre point de vue, cette peut-être 3e voie sur l'énergie nucléaire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai pas encore dit très souvent, parce qu'en fait, je viens de l'apprendre. Mais les écologistes allemands qui luttaient contre l'énergie nucléaire pendant la guerre froide étaient financés par les soviétiques, qui voulaient vendre leur gaz, et qui voulaient pas que l'Allemagne ait des centrales nucléaires. Mais ça change beaucoup de choses d'apprendre ça. Ah oui. Ça change beaucoup de choses, parce que ça veut dire que l'énergie nucléaire est en fait une énergie tellement plus accessible, tellement plus propre et tellement plus utilisable qu'en fait, on doit lutter contre l'énergie nucléaire quand on est un pays concurrent.
Et aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous voyez qu'il y a des mouvements antinucléaires français qui sont financés par des fondations allemandes. Parce que maintenant, c'est les Allemands qui luttent contre le nucléaire. Et ça commence à être des questions bassement matérielles, où on essaye d'empêcher le voisin d'avoir une indépendance énergétique, où on essaye de forcer le voisin à faire la même chose que nous, même si on prend des décisions fausses. Moi, ça a beaucoup changé ma vision du monde nucléaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire est une énergie qui est partiellement décarbonée, en tout cas beaucoup plus que les énergies fossiles. Qu'elle existe, elle est là. On a, en tout cas en France, des centrales nucléaires. Je pense que c'est important de les garder. C'est, à mon avis, aberrant de les démanteler. Mais par contre, je pense que de construire des nouvelles centrales aujourd'hui, c'est faire abstraction des lois du marché, où les énergies renouvelables sont de moins en moins chères, déjà maintenant moins chères que le nucléaire. Et par conséquent, on va construire des mastodontes pour le futur qu'on n'utilisera pas, ou alors qui seront beaucoup trop chers par rapport aux renouvelables. Donc là aussi, je veux pas être emprisonné dans le pour ou contre. Je pense qu'aujourd'hui, je suis pour. Sur le long terme, je suis plutôt contre, parce qu'on ferait mieux de mettre ce développement du nucléaire au service des énergies renouvelables qui produiront de l'électricité beaucoup moins chère pour les gens qui en ont besoin. Mais c'est intéressant comme discours parce qu'on n'est pas non plus dans la diabolisation du nucléaire. Il y a une histoire d'équilibre, de juste milieu, de timing aussi, d'après ce que je comprends dans votre propos. Oui, absolument. Mais vous savez, dès qu'on a du fanatisme, dès qu'on a de l'intégrisme, dès qu'on a du dogmatisme, on se coupe du reste, on se coupe des autres, on manque tout ce qu'on ne connaît pas. Le but aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'on ne comprend pas, c'est de connaître ce qu'on ne connaît pas, c'est donc de parler avec des gens qui pensent différemment. Et c'est pour ça que je pense que le clivage politique et le clivage entre l'écologie et l'industrie aujourd'hui est le pire obstacle à l'action climatique. Parler avec des personnes qui pensent différemment, ça c'est toute une histoire et on en avait parlé d'ailleurs dans notre premier épisode de podcast, je me souviens bien, vous m'aviez beaucoup appris sur ce sujet et j'incite les personnes qui nous écoutent, si jamais ils sont intéressés par ce thème, d'écouter notre premier épisode ensemble. Alors avant qu'on passe à des questions un peu plus personnelles, Bertrand, si vous le voulez bien, moi j'ai une dernière question pour vous sur les idées reçues. Est-ce que il y en a une que vous avez envie d'aborder, que je n'aurais pas traité avec vous? On a quand même brassé assez large, mais est-ce qu'il y en a une autre qui vous vient à l'esprit? Il y en a une qui reste. Je trouve que vous avez fait une liste presque exhaustive. Mais il y en a une, c'est le côté de la décarbonation. Quand on parle de décarboner, on heurte les climato-sceptiques, on heurte les pays en développement, on heurte beaucoup d'industriels. Et je vois bien à la COP, moi j'y suis allé dans toutes les dernières éditions, le but est de décarboner, le moyen n'est pas clair, on ne sait pas comment atteindre les buts qu'on fixe. On dit on va décarboner pour 2050 décarboner la planète. Puis beaucoup de gens résistent et se disent on ne sait pas comment faire, ça va être un handicap pour notre développement, etc. Et on va devoir faire trop de sacrifices. Moi, je pense que plutôt que de décarboner, on doit moderniser. Moderniser, ça va créer un consensus. Parce que personne n'a envie d'être obsolète. On a aujourd'hui un monde qui est un monde du passé, un monde qui fonctionne mal parce qu'il a des technologies, des infrastructures, des structures, des systèmes, etc., qui datent d'il y a 100 ans. Et moderniser aujourd'hui maintenant, c'est de mettre tout ce qu'il faut pour être efficient. Et la décarbonation va être une conséquence de la modernisation plutôt qu'un but inaccessible. Et moi, c'est ce que j'essaye de prôner. Autour de la modernisation, on peut avoir le consensus. Et la décarbonation sera la conséquence de ça. Mais si on le met comme but, on décourage beaucoup de monde. Oui, c'est ça. On est plus dans la sanction quasiment à ce stade. Oui. C'était passionnant, Bertrand. Écoutez, je vous remercie de vous être plié à l'exercice et c'est un peu nouveau comme moi parce que normalement je ne fais pas des espèces de masterclass comme ça sur un thème, mais je pensais que c'était important et puis j'étais tellement heureuse de pouvoir le faire avec vous que je me suis un peu lâchée. Je vous remercie d'avoir accepté. Moi aussi. Je vous remercie d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Si vous le voulez bien, maintenant j'aimerais terminer cette conversation par un retour un peu plus sur vous et donc on pourra parler bien sûr d'écologie, mais des questions un peu plus personnelles. Et la première de ces questions,
Je vous l'avais pas posé à l'époque. Est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec ou un grand moment de doute dont vous pourriez nous parler parce que il vous a vraiment appris quelque chose d'important que vous pourriez partager avec nous? Alors, quand vous dites non, beaucoup, nombreux. Mais vous savez, ça a commencé quand j'étais enfant, que je voulais être un grand explorateur comme mon père, mon grand-père et tous les gens que j'avais rencontrés, que j'avais peur de monter dans un arbre, que j'étais tellement nul en leçon de gymnastique que mon prof m'a dit « Tu es un infirme moteur cérébral, j'espère que tu ne seras jamais ni médecin, ni ingénieur, parce que tu vas tuer des gens. » Et puis, ça m'a stimulé à chercher autre chose. Et quand j'ai vu voler une aile delta, je me suis dit « Ça, c'est pour moi, ça va me soigner. » Et cette conscience que j'ai apprise, cette conscience du moment présent, cette responsabilité personnelle, cette manière de prendre des décisions de manière à voler sans avoir d'accident, ça m'a complètement transformé. Au point que mon prof de gym m'a dit après coup, tiens, je crois qu'il y a quand même de l'espoir. J'ai eu plein d'échecs. J'ai lancé une société d'ULM que je voulais utiliser pour faire voler des touristes sur les plus beaux endroits du monde. Et ça, c'était mon rêve. Je me suis dit, je vais faire ça, ça n'existe pas. Ben, je me suis planté misérablement. J'ai repris mes études de médecine que j'avais abandonnées. Je suis devenu médecin. Et parce que je suis devenu médecin, j'ai un ami pilote de ballon qui m'a embarqué pour la première course transatlantique en 92 en ballon, parce qu'il voulait, en tant que psychiatre et hypnothérapeute, que je puisse l'aider à gérer le stress, le sommeil, conditions très, très difficiles en vol. Et puis on a gagné cette course, puis ça m'a amené au Tour du monde en ballon. Et puis dans le Tour du monde en ballon, j'ai vécu le plus gros échec de ma vie. Vous savez, c'était une grande course contre Richard Branson, contre Steve Fossett, contre des gros milliardaires. Moi, j'étais la petite équipe David contre Goliath. Et puis quand tous les autres avaient raté, moi j'ai décollé en annonçant que j'allais réussir, faire 3 semaines de vol dans les jet stream, réussir le premier tour du monde en ballon sans escale. Et après 6 heures, je flottais en Méditerranée où j'avais dû me poser d'urgence parce que j'avais une fuite massive de carburant. Là, vous rentrez chez vous, mouillé. J'avais réussi à arracher 1 mètre carré de tissu à mon enveloppe de ballon avant qu'elle coule parce que je voulais un petit souvenir. Ma fille aînée me dit, papa, je veux plus aller à l'école parce que mes copains vont se moquer de moi. Là, vous vous dites, je fais quoi? Ben, ou bien vous en restez là et c'est un échec, ou bien vous apprenez de votre échec, puis vous refaites autrement. Puis la deuxième fois, j'ai quand même été un peu plus loin. J'ai fait 9 jours de vol, j'étais jusqu'en Birmanie, mais j'ai quand même raté. Puis la troisième fois, en changeant l'équipage, le type de carburant, la technique, la stratégie, les plans de vol, etc., ben j'ai réussi. Et si les milliardaires qui étaient mes concurrents ont raté, c'est qu'ils ont chaque fois réessayé de la même façon, au lieu de changer chaque fois de stratégie. Moi, j'ai changé chaque fois de stratégie. Donc, j'ai appris plein de choses. Mais j'ai appris aussi que si on a peur d'échouer, on n'essaye rien. Alors que finalement, le principal avantage de cet échec que j'ai eu avec la première tentative de Breitling Orbiter 1, c'est que j'ai été vacciné contre le ridicule, vacciné contre les moqueries. Puis j'ai compris une chose importante aussi, ceux qui se moquent, c'est eux qui sont à plaindre. Parce que c'est ceux qui sont rassurés par les échecs des autres, parce qu'ils n'osent rien entreprendre. Quelqu'un qui sait entreprendre, quelqu'un qui a cette vision aussi dans sa vie, même dans des domaines complètement différents, il va jamais se moquer de quelqu'un d'autre qui rate. C'est vrai. Donc c'est une preuve de faiblesse de se moquer des autres. Et j'ai appris plein de choses. Non, mais là, je peux vous parler de mes échecs pendant qu'on vous... On peut refaire 1 heure d'épisode de podcast ensemble juste sur vos échecs. Bah, ce sera pour la 3e interview. Oui, tout à fait. Ma deuxième question, c'est s'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment? Ça peut être personnel ou professionnel ou enfin ce que vous souhaitez. Alors, ce qui a failli être un échec catastrophique pour moi, c'est dans Solar Impulse, le tour du monde en avion solaire. J'ai sous-estimé ma formation de pilote d'avion. Parce que je suis arrivé comme pilote de ballon, pilote acrobatique d'El Delta. Je me suis dit, ben, je vais apprendre à piloter un avion, ça ira très bien. Et en fait, j'ai lancé Solar Impulse sans avoir de brevet de pilote d'avion.
Et dans ce projet, mon associé André Borchberg était pilote professionnel, pilote de chasse. La plupart des ingénieurs étaient ingénieurs aéronautiques. Le comité de sécurité, c'était des pilotes d'essai et un astronaute. Et moi, je me suis retrouvé complètement nul là au milieu, à me bagarrer pour essayer de montrer que je savais voler alors que je savais pas voler. Et si je devais refaire ça autrement, c'est clair que je commencerais beaucoup plus vite à apprendre à voler un avion difficile comme Solar Impulse. Et puis au lieu de minimiser mes erreurs, je les aurais avouées beaucoup plus parce que mon instructeur de vol trouvait que j'étais dangereux puisque je minimisais mes erreurs. J'avais trop peur qu'on m'empêche de voler sur mon avion et dans mon projet. Donc je minimisais mes erreurs et c'était complètement idiot. J'aurais dû les avouer beaucoup plus et demander de l'aide pour progresser plus rapidement. Et au lieu de ça, j'ai suscité la méfiance de toute mon équipe qui voulait pas que je vole et j'ai vraiment dû me bagarrer pour pouvoir voler. Et ce n'est qu'à la dernière étape du Tour du Monde où j'ai volé entre le Caire et Abu Dhabi que mon équipe technique m'a dit, eh ben écoute, t'as eu raison, t'as quand même réussi, t'as bien piloté, bravo. Mais je peux vous dire, c'était vraiment chaud et la prochaine fois, je ferai autrement. Non, mais ce qui est intéressant en plus dans ce que vous dites, c'est que c'est à la fois le fait de peut-être pas avoir assez travaillé le fait de piloter, mais c'est aussi le fait de ne pas avouer, enfin de minimiser, comme vous dites, ses erreurs. Ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que ça suscite de la méfiance et que souvent, quand on le fait, on a l'impression que ça va, voilà, que ça nous est bénéfique, mais au contraire, quoi. C'est le double effet qui se coule, quoi, si je puis dire, qui fait qu'on se retrouve à ne pas attirer la confiance, quoi, tout simplement. Oui, complètement. Donc, on apprend plein de choses dans la vie. Ah, ça, c'est sûr. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la vie est un cheminement dans lequel il y a beaucoup plus de sens que ce qu'on croit. Et si on ne voit pas le sens, qu'on voit pas les apprentissages qu'on peut acquérir, etc., c'est clair que tout paraît difficile, absurde, déprimant, etc. Je crois que ce qui est fondamental, c'est de voir les étapes de son chemin, ce qu'on peut apprendre, là où il faut se remettre en question, comment arriver à penser autrement, comment arriver à agir autrement. C'est-à-dire, en fait, il faut comprendre que dans la vie, le but, c'est d'évoluer. Et ça, Bertrand, comment est-ce que vous faites pour avoir ce recul? Est-ce que vous avez des pratiques de justement, vous écrivez dans un carnet vos pensées, vous remettez en cause, enfin, comment faire pour susciter justement cet enseignement sur soi, pour prendre de la hauteur, ce qui est encore une fois un sujet qui vous est cher, mais prendre de la hauteur sur sa propre vie, parce que quand on est dans le quotidien, on n'y pense pas, on vit ses échecs, on en souffre, on se dit j'ai pas suffisamment piloté, mais du coup on essaye de faire passer quand même le truc. Bref, comment faire, quelles sont vos pratiques à vous pour justement essayer de cultiver cette prise de hauteur? Je pense que c'est un peu une décision qu'on a à prendre dans sa vie. Est-ce qu'on veut suivre ce que les autres pensent? Est-ce qu'on veut s'inscrire dans le moule communément admis? Ou bien est-ce qu'on veut choisir quoi penser, choisir quoi faire? Est-ce qu'on veut être hérétique? Est-ce qu'on veut voir la vie autrement que ce qu'on a toujours vu? Je pense que ce qui était autrefois l'hérésie dans le monde spirituel ou religieux, aujourd'hui, c'est un peu l'exploration. L'explorateur, c'est quoi? L'explorateur, c'est un hérétique par rapport à ce qu'il voit. L'explorateur, c'est quelqu'un qui est insatisfait, profondément insatisfait de ce qu'il voit, de ce qu'il a, de ce qui se fait dans le monde, et il veut faire autrement, il veut faire mieux. Alors autrefois, on allait découvrir d'autres continents, parce on se disait, mais s'il y a d'autres continents, on va pas être satisfait de ce qu'on a ici, on va aller voir ailleurs, il y aura peut-être des choses formidables, il y aura des épices qu'on s'est mis à ramener d'Inde et de Chine, il y a des nouveaux produits qu'on ramènera des Amériques, enfin, c'était une insatisfaction qui faisait qu'on allait chercher plus loin et ailleurs. Aujourd'hui, je pense que l'exploration, ça doit être une insatisfaction de notre mode de vie, polluant, inefficient, égoïste, inéquitable, pour arriver à amener d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, alors pour soi-même, et puis forcément pour la société et pour le monde. Vous vous rappelez du moment où vous avez pris cette décision, puisque vous parliez de décision de devenir un hérétique? Oui, c'est en juillet 1969, quand j'avais 11 ans, et qu'à une semaine d'intervalle, pendant que j'habitais aux États-Unis, en Floride, avec ma famille, j'ai vu mon père
partir avec son sous-marin pour 1 mois d'exploration du Gulf Stream, qui est ce courant tellement important pour la climatologie de l'hémisphère nord. Et puis, j'étais invité au décollage d'Apollo 11, j'ai vu partir la première fusée pour la Lune. Et là, je me suis dit, je veux être explorateur. Je veux faire ce que personne n'a encore fait. Parce que c'est ça qui est intéressant. Ça nécessite de créer, d'innover, de se remettre en question, de fonctionner autrement, de créer des équipes, etc. Et puis, ça, c'était pour l'action. Puis pour la manière de penser, ça venait de ma mère. Ma mère s'intéressait beaucoup aux philosophies orientales, à la spiritualité, à la psychologie. Et pour toute ma construction du monde intérieur, c'était plutôt ma mère. Donc en fait, pendant longtemps, j'ai cru que je devais choisir entre l'exploration du monde extérieur et l'exploration du monde intérieur. En fait, j'ai vu que je pouvais très bien combiner les deux. Là aussi, on ne choisit pas son camp, on intègre tout ce qu'il y a de bon dans chaque camp pour en faire sa propre histoire. J'aurais presque envie d'arrêter l'épisode de podcast là, mais non, puisque j'ai encore des questions et c'était une tellement belle conclusion. Donc je suis désolée, mais je vais encore vous retenir quelques instants. Une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que vous trouvez beau? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que vous trouvez beau, soit métaphoriquement, soit au contraire, tout simplement, physiquement? Je trouve beau la générosité, la compassion, la recherche d'harmonie. Ça, c'est magnifique. Vous savez, la toute dernière expérience que j'ai vécue, c'était la soirée caritative de Aviation sans frontières à Paris, au Grand Rex. 2000 personnes qui étaient là pour soutenir cette association qui est extraordinaire, qui amène par la voie des airs de l'aide, des médicaments, des évacuations sanitaires, etc. Et il y avait sur scène les petites mains philharmoniques. C'était une centaine d'enfants, entre 10 ans et 16 ans, qui jouaient de la musique divinement bien, avec de temps en temps des témoignages d'explorateurs, d'astronautes, d'humanitaires, etc. Et 2000 personnes complètement enthousiastes qui ont vécu un moment sublime de générosité et d'harmonie. En fait, on s'est dit, c'est ça le monde comme on l'aimerait. Ça, c'est beau. Ça, je trouve profondément beau. Et on s'est quitté en se disant, on a une énergie supplémentaire, une énergie nouvelle, une qualité de vibration énergétique qu'on va peut-être pouvoir mettre à profit de nous et des autres dans ces prochains temps. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on est un peu repris par le monde et la vie de tous les jours. Cette qualité vibratoire, elle a tendance parfois à s'estomper un peu. Et puis il faut un nouvel événement comme ça, où on revoit des gens qui recherchent cette qualité d'humanité, d'humanisme, pour que ça redémarre. Et puis d'événement en événement, on essaye de s'améliorer un peu et puis de supporter les horreurs de ce monde. Vous savez, Bertrand, je pense que rien que d'écouter vos mots sur ce podcast donnera une qualité vibratoire à certaines personnes qui nous écoutent. Et pour ça, d'ailleurs, je vous remercie. Encore quelques petites questions. Alors, le corollaire inverse, qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce qui vous met en rage? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Je ne supporte pas la mauvaise foi. Je ne supporte pas le court-termisme, l'égoïsme, mais la mauvaise foi, quand on nie les évidences, quand on reste encastré dans son dogmatisme et qu'on se met en plus à critiquer ceux qui parlent autrement ou qui pensent autrement, alors que parfois ils ont totalement raison. Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation, une phrase qui vous porte, qui vous plaît particulièrement, que vous pourrez partager avec nous? À part celle de Jean-Jacques Goldman que j'ai bien notée. Il y en a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les citations. J'aime beaucoup ces reflets de l'intelligence humaine qu'on arrive parfois à voir émerger dans des citations. Mais peut-être celle qui me vient à l'esprit maintenant, après tout ce qu'on s'est dit, c'est celle d'Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, qui disait « Il n'y a que ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde qui y arriveront. » Elle est belle. Je reviens sur les idées reçues avec une question, on n'est pas obligé de revenir dessus si jamais vous trouvez que vous avez déjà suffisamment évoqué le sujet, mais est-ce que vous avez une croyance qui est profondément controversée? Donc ça peut être bien sûr sur le domaine de l'écologie, mais autre chose également. Une croyance où vous constatez
une conviction, vous constatez que le monde autour de vous ne la partage pas. Oui, la lutte contre le clivage politique. Quand je parle aux partis politiques, individuellement, ils écoutent ce que je dis, mais ils me disent on peut quand même pas soutenir les idées des autres partis. Eh ben, dans certains cas, oui, il n'y a aucune raison que la droite ne soutienne pas les visées de solidarité des socialistes avec les plus démunis. Mais il n'y a aucune raison non plus que les socialistes ne soutiennent pas les idées de responsabilité personnelle, d'entrepreneuriat qui est prônée par la droite. Et il n'y a aucune raison non plus qu'on ne puisse pas soutenir certaines idées écologistes simplement parce qu'on a peur de leur donner des voix. Et c'est pas normal que les écologistes ne soutiennent pas les solutions industrielles parce qu'ils ont peur en fait de perdre leur storytelling. Et ça me met en rage parce que je vois que le monde politique fonctionne énormément par clivage. Il faut casser l'autre plutôt que de dire à l'autre tiens, aujourd'hui je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est pour ça que je peux pas faire de politique dans un parti. Je peux faire de la politique quand je vous parle, quand je fais une conférence, quand j'écris un article, mais je peux pas faire de politique dans un parti parce que trop souvent je voterai pour l'autre. Je soutiens. Ça serait rafraîchissant. Ceci dit, vous devriez le considérer parce que peut-être que ça donnerait des idées à d'autres. Ouais, mais je me ferais virer de mon parti immédiatement. Et puis si je crée mon propre parti, j'aurai tous les autres contre moi. Donc moi, ce que j'essaye plutôt, c'est d'avoir ce côté fédérateur où je montre à chacun ce qu'il a à gagner en adoptant aussi une vision du monde différente. Je comprends. Encore 2 questions pour vous. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis, récemment ou pas d'ailleurs? Eh bien, j'ai changé d'avis sur le nucléaire. Avant, je trouvais que le problème des déchets était peut-être tellement important que ça nécessitait de sortir du nucléaire. Et maintenant, je pense que les changements climatiques justifient qu'on garde du nucléaire encore quelques dizaines d'années. Donc c'est vrai que là, j'ai changé d'avis. Puis j'ai aussi changé d'avis quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai appris que il y avait des mouvements d'influence et de lobbying qui finançaient les antinucléaires pour affaiblir les pays qui avaient du nucléaire. Je me suis dit, tiens, s'il faut affaiblir les pays qui ont du nucléaire, c'est que le nucléaire est probablement important. Donc là, j'ai changé d'avis. Ouais, mais vous savez, ce qui est important, c'est d'évoluer. Il y a aussi des choses qui sont justes à certains moments et qui deviennent fausses plus tard. Peut-être que si on avait arrêté le nucléaire ou pas commencé le nucléaire dans les années 70, ben aujourd'hui, on aurait beaucoup plus de renouvelables et la situation serait beaucoup plus claire. Donc, ce qui était peut-être bon autrefois, comme lutte, ne l'est plus aujourd'hui. Il y a des luttes d'arrière-garde, il y a des luttes d'avant-garde. Je crois qu'il faut décider pourquoi on va investir son énergie à soi. Je crois qu'on sait où est-ce que vous vous situez entre les deux. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué? Ça peut être un livre, ça peut être un film, un objet culturel, on va dire, mais un livre qui vous a particulièrement marqué, que vous recommandez d'ailleurs souvent autour de vous, parce que il vous a touché, transformé, apporté quelque chose. Et si oui, je veux bien que vous me disiez pourquoi. Il y en a beaucoup. J'ai lu récemment Le promeneur immobile, écrit par Philippe Pozzo di Borgo, qui a inspiré le film des Intouchables. Et j'avais rencontré Philippe au Maroc, dans son fauteuil mécanisé, puisqu'il était totalement tétraplégique, il pouvait juste parler, mais même pas tourner la tête. Et il a écrit ce livre, bon, il est décédé au début de cette année, mais il a écrit ce livre, Le promeneur immobile, où il écrit tout ce qu'il a trouvé comme sagesse à travers son handicap épouvantable, et en montrant que finalement le monde des invalides, c'était pas son monde à lui. Le monde des invalides, c'était le monde de ceux qui étaient prisonniers de la consommation, de l'égoïsme, du matérialisme, du court-termisme. Et il disait, j'aimerais bien revenir dans le monde normal pour enseigner tout ce que j'ai appris en tant que tétraplégique.
Et c'est très impressionnant, la leçon de sagesse qu'il nous donne de son fauteuil roulant. Écoutez, vous me donnez envie de le lire. Donc, je vais le mettre en tout cas en référence dans les notes de l'épisode. Bertrand, je vous remercie infiniment pour votre temps. Je vous remercie pour ces réflexions. Je vous remercie aussi pour ce grand cours sur l'écologie. Ça m'a bien plu et je suis sûre que ça va éclairer beaucoup de personnes qui nous écoutent. Si jamais on veut suivre vos actualités, donc ça se passe sur votre site. L'exposition actuellement à la Cité des Sciences, c'est jusqu'à quelle date à peu près? Jusqu'au 7 janvier. Jusqu'au 7 janvier. Donc n'hésitez pas évidemment à aller le voir et puis à apprendre donc sur les villes de demain. Et puis si jamais on veut vous suivre à titre plus personnel, Bertrand, je crois que vous êtes présent sur LinkedIn, assez présent sur LinkedIn. Absolument. LinkedIn, Instagram, j'ai pas commencé il y a longtemps, mais je m'y mets. Vous y mettez. C'est un peu trop tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et puis Twitter de moins en moins. J'aime pas beaucoup l'évolution actuelle de Twitter. Ouais, je comprends. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Je mettrai les liens vers toutes ces références dans les notes de l'épisode. Je vous remercie d'avoir pris le temps une deuxième fois. C'était avec un plaisir, honneur. Pauline. Avec plaisir. J'ai fait mon heure de psychanalyse. C'était exactement ce qu'il me fallait. Merci beaucoup.